Bonjour, aujourd'hui on va faire une introduction au PWM pour les microcontrôleurs. Le plan de la présentation, on va débuter par regarder des utilisations communes du PWM. Je vais vous faire une présentation d'un cas que vous connaissez déjà, le clignotement du LED. On va discuter du rapport cyclique qu'on appelle le duty cycle. Je vais vous faire une démonstration d'un PWM réalisé manuellement, donc à l'aide de compteurs. On va voir c'est quoi le circuit de génération d'un PWM si on le regarde de façon électronique avec des simulations aussi. On va voir une application du PWM pour créer un signal analogique. On va ensuite discuter des PWM dans le ATmega 32U4. On va revoir les schémas. On va voir les configurations communes, les registres qui sont impliqués et on va faire des exemples. On va terminer avec une activité de groupe où vous allez essayer de configurer différentes situations de PWM. Des exemples d'utilisation commune du PWM, on pourrait avoir par exemple le contrôle de la vitesse d'un petit moteur DC, ça peut être aussi un gros moteur, mais un moteur en général. On pourrait aussi gérer la position d'un servomoteur, gérer l'intensité d'une ampoule, même si c'est sur le 120, donc on pourrait avoir un circuit de puissance. C'est une chose qu'on va faire à l'hiver. On pourrait aussi générer un signal analogique. Donc, ici, on a des impulsions d'un PWM qu'on va voir bientôt. Puis en pointillé, on a le signal analogique qui est l'équivalent de si on fait l'intégrale du signal. Et finalement, ben, le contrôle d'un élément chauffant. Si on prend l'exemple du clignotement du LED à 500 millisecondes, on avait 500 millisecondes qui étaient actifs, 500 millisecondes qui étaient inactifs. Bon, ça nous donne l'onde suivante dans le temps. Si on regarde, on a T qui représente notre période, on a petit t on qui représente la période active et petit t off qui représente la période inactive. C'est des notations qu'on va utiliser dans les calculs qui vont suivre. La modulation à largeur de bande, pulse width modulation, mais c'est justement ça. Donc, ce qu'on va faire changer, nous, c'est le petit t-on qu'on va faire changer dans le temps. Donc, si on met t-on tout le temps de notre période, on aurait une activation à 100%. Si on met t-on un quart du temps activé, mais on aurait un t-on avec un rapport cyclique de 25%. Donc, on va pouvoir changer la période active par rapport à la période inactive. Et naturellement, tout ça va être vu par rapport à la période qui, elle, va demeurer stable. Si on réduit la période sous les 13 millisecondes, la pulsation qu'on perçoit naturellement là, avec 500 millisecondes serait plus visible à l'œil nu. Donc, je vais faire une démonstration avec Atmel Studio et le montage. Ici, on a un code qu'on a déjà vu, donc les macros qui permettent d'activer le LED, de le mettre à on, à off et de l'initialiser. Ici, ce que j'ai fait, je me suis fait une définition PWM on delay que j'ai mis à 250. Bon, on va le mettre à 500 pour être comme notre première démonstration de tantôt, où on avait 500 millisecondes actifs, 500 millisecondes inactifs. Donc ici, ils sont égaux. On veut les mêmes délais à on ou à off. J'initialise dans la boucle infinie, j'active le LED, j'attends le délai on, je désactive le LED, donc j'éteins le LED et j'attends la période off. On pousse ça à l'intérieur de notre montage et on a maintenant une pulsation de 1 Hz. Naturellement, ici, la pulsation, elle dure égale on que off. Si je réduis le temps, donc par exemple ici, au lieu de mettre 500 millisecondes à off, 500 millisecondes à off, je vais réduire ça à 5 millisecondes on, 5 millisecondes off. Donc on va tomber à une période de 10 millisecondes, on tombe sous les 13 millisecondes. En bas de cette période-là, en bas de 13 millisecondes, l'œil ne perçoit plus les pulsations. Donc en ce moment, si vous regardez le LED, il semble tout le temps allumé. Mais en réalité, il est semi-on, semi-off. Donc, si on regarde le signal à l'oscilloscope, présentement, le signal à l'oscilloscope est la moitié du temps activé, la moitié du temps éteint. On a une période de 10 millisecondes, on a un duty cycle, donc un cycle actif positif de 50%, et on peut changer la base de temps ici
pour la réduire. Et puis, ben, pour confirmer là, qu'on a vraiment notre 10 millisecondes total de période. Donc, on le voit là, très clairement de façon visuelle ici. On a 2 millisecondes par division. On a 2,5 divisions par état. On a l'état haut qui dure 2,5. On a l'état bas qui dure 2,5. Donc, ce qui fait notre 2,5 fois 2 millisecondes, 5 millisecondes actifs, 5 millisecondes éteints. Bon, c'est super intéressant ce qu'on vient de faire. Puis ce qu'on va voir, c'est qu'on pourrait en fait varier l'intensité lumineuse du LED comme si on avait un potentiomètre. Actuellement, notre période active puis notre période inactive sont égales. Fait qu'en réalité, on est comme actif 50% du temps. On est à la moitié de l'intensité lumineuse du LED en ce moment. Mais ce qui est intéressant, c'est si on conserve la même période, bien, éventuellement, ce qu'on pourrait faire, c'est avoir l'effet d'avoir un potentiomètre. Donc, on pourrait changer le rapport de temps où ce qu'on est actif par rapport au temps qu'on est inactif. En gardant, par exemple, la même période de 10 millisecondes, on pourrait changer ce rapport-là, puis faire l'impression que le LED varie de luminosité. Donc ici, au lieu de mettre 5, je pourrais mettre, par exemple, 1. Donc, puis ici, mettre 9. Donc, j'ai total 10 millisecondes de période. Ma période ne va pas changer, mais mon temps actif va changer. Puis ce qu'on va voir, ben, c'est que l'intensité va réduire. Donc, on voit encore le LED, mais il est beaucoup moins scintillant, donc son intensité est beaucoup réduite. On pourrait faire l'inverse, donc 9 ici, 1 là. Puis là, ben, on va voir l'impression qui est très fort. Donc, l'idée, c'est qu'on peut faire varier l'intensité du LED comme si on avait un potentiomètre, mais on utilise un signal 5 volts ground seulement. Donc, on n'utilise pas de niveau entre ceux-là. On n'a pas le choix parce que notre microcontrôleur, à nous, il n'y a pas de sortie analogique. Donc, la seule façon qu'on peut créer ce genre de signal-là, c'est en faisant, par exemple, en utilisant un PWM. Il y a d'autres méthodes qu'on va voir à l'hiver, mais ça, c'en est une. Le rapport cyclique, c'est la relation qui est établie entre la durée active du signal et sa période totale. Dans le cours, on va souvent utiliser le terme duty cycle qui est exprimé en pourcentage. Donc, c'est le terme anglais. C'est ce qui est écrit un petit peu partout dans la documentation, donc c'est sûr que c'est le terme qu'on va utiliser plus. Alors, le duty cycle, c'est le rapport entre la période active et la période du signal au total multiplié par 100. Si on regarde dans le cas qu'on avait précédemment, elle était à 50% parce qu'on avait une période active de 500 millisecondes sur une période totale de 1000 millisecondes. Dans un des derniers cas, hein, on avait 1 milliseconde sur 10 millisecondes, donc on avait 10%. Puis dans le dernier, où j'avais mis 9 millisecondes actifs, puis sur les 10 millisecondes total, ben là, on avait 90%. Puis on voyait d'ailleurs, ça correspondait. Donc l'intensité à 10% était faible, à 50% était moyenne, puis à 90% était très forte. Donc si on revient à une vue du signal dans le temps, donc ça ici, c'est la représentation de notre duty cycle à 50%, celui qu'on avait au départ avec 500-500. Quand on a un duty cycle à 25%, bien, ce qu'on fait en réalité, c'est qu'on réduit l'impulsion active par rapport à la durée totale, donc à notre période pour le signal. Dans la même ordre d'idée, ben, si on augmente la période active, on augmente le duty cycle. Donc ici, on a une autre vue. On a 3/4 du temps actif. Donc, on a un 75% de duty cycle. Donc, on n'aura pas besoin de voir la démonstration sur le LED. On vient de la faire avec 10 et 90. Maintenant, si on regarde l'équivalent du générateur d'un PWM, mais de façon électronique, on aurait un comparateur qui reçoit sur ses entrées, d'un côté, une onde en dents de scie. Ici, on a l'onde en dents de scie. On voit en rouge. De l'autre, sur l'autre broche, on lui met un signal qui est une référence. Donc, dans ce cas-ci, c'est 4 volts, puis il est illustré ici en bleu. À la sortie, qu'on va avoir ici naturellement, tant que le signal à l'entrée positive est supérieur à celle de l'entrée négative, le signal à la sortie, il va être haut. Donc, c'est notre signal haut qu'on va avoir. C'est ce qu'on voit ici d'ailleurs. Donc, en ce moment, on va regarder à partir d'ici. Le signal bleu est supérieur au signal rouge, donc notre sortie, elle est supérieure. Puis ça dure, ça dure, ça dure jusqu'à ce moment-ci. Puis si on regarde à ce moment-ci, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, notre signal rouge, notre onde en dents de scie, ben, elle est passée au-dessus de notre référence bleue.
Puis là, notre comparateur a mis un 0. On voit bien que si on fait varier le signal de référence bleu par rapport à la dentille, on serait capable de faire varier le duty cycle, donc la période active par rapport à la période totale du signal, d'une période de ce signal-là. Il y a une application super intéressante à ça. Ici, je voulais illustrer. Donc, à la partie positive comme référence, au lieu d'envoyer une référence fixe, j'envoie maintenant une onde sinusoïdale à 10 Hz qui est envoyée. Puis on la voit en bleu ici, ça c'est l'onde qui est à 10 Hz. Mon onde en dents de scie, elle est beaucoup plus rapide. D'ailleurs, on a de la misère à la distinguer, mais on est quand même capable de comprendre un peu l'idée. Puis ce qu'on a, ben, c'est qu'en réalité, en faisant varier comme ça l'intensité de notre signal de référence, on peut voir que à la sortie, ben, par exemple, quand mon signal bleu il est très élevé, naturellement, le signal est principalement haut à la sortie de mon comparateur. Quand mon signal bleu de référence est très bas, même ici, il devient 0, mais on a notre signal qui devient de plus en plus longtemps à 0 par rapport à sa période active. Puis même qu'ici, ben, il est carrément arrêté au complet. Puis ça recommence d'un certain sens, là, ça devient plus foncé, puis ça redevient pâle, et ainsi de suite. Si on fait un intégrateur, donc ici on a rajouté un petit filtre RC qui nous sert d'intégrateur, on se ramasse avec, à la sortie de l'intégrateur, le signal mauve, un sinus. Bien, on peut retrouver notre signal d'entrée, ici, à la sortie, donc il est régénéré. On va avoir eu une petite perte parce que naturellement, le filtre RC fait une petite atténuation qui va faire en sorte que ben, notre signal n'est pas aussi grand que celui à l'entrée. On pourrait le réamplifier, on pourrait faire d'autres choses ici après, mais l'idée, c'est la même. Puis on voit aussi que le signal régénéré est un petit peu en retard parce que ben, ça prend quelques périodes pour être capable d'intégrer notre signal, ce qui fait en sorte que ben, ça décale notre sortie un petit peu. Dans le cours ici, on ne fait pas d'analogique cette session-ci, on fait que du numérique. Donc, mais on voulait en parler pour voir un peu là, toutes les possibilités que ça nous offre, ce PWM-là. Ici, on s'est fait un petit code pour être capable de faire le générateur de PWM de façon manuelle. Au début, on a nos macros, comme on connaît déjà. On a la période qui est de 10 000. Bon, le 10 000 est passé à l'intérieur d'un délai en microsecondes. Donc, 10 000 microsecondes, c'est une période de 10 millisecondes. Donc, c'est parfait. C'est une période correcte pour tromper l'œil. Ensuite, on a un compteur et un niveau de comparaison. Dans le main, on initialise d'abord les LED et dans la boucle infinie, on rencontre la première condition qui dit si le niveau est inférieur à 255 et que le compteur est plus grand ou égal au niveau de comparaison, le LED va tomber à off. Dans tous les autres cas, le LED est à on. Donc le LED va commencer à on, bien évidemment, à moins que notre niveau soit de 0. Parce que s'il est 0, notre niveau, donc qui est inférieur, ici ça rencontre la condition, notre compteur va commencer à 0, donc il va être plus grand ou égal à notre niveau. Le LED va être à off dès le départ, puis il va rester off tout le temps. Même chose, si on le met à 255, notre niveau, bien, il ne tombera jamais dans cette condition-là parce que le niveau, le compteur va éventuellement être égal à 255, mais la condition ici va l'empêcher de le mettre à off. Donc, ça va éviter d'avoir un petit glitch négatif quand on veut avoir un niveau de 100%. Donc, ça, c'est notre condition pour gérer notre niveau. Donc, c'est notre comparateur. Et ça, ben, c'est l'incrément pour générer l'augmentation du compteur. Notre délai en microsecondes, c'est la période divisée par 256 parce que naturellement, on va passer ici 256 fois par période. Ça, on s'illustre le concept du compteur. Donc, on a ici notre compteur dans le temps qui va partir à 0 et qui va augmenter jusqu'à 255. Rendu à 255, il va être incrémenté, donc tomber par lui-même à 0 et recommencer à compter jusqu'à 255, tomber à 0 et ainsi de suite. Donc ça ici, on va juste monter ça. Ça ici, c'est 255. Si on arrive puis on dit, OK, ben, j'ai mon signal, mon niveau de comparaison, imaginons que je le mets ben, ici. Donc ça ici, c'est mon niveau, on va l'appeler LVL. Puis lui, ben, éventuellement, il va croiser ici et ici. Donc ça, c'est le moment où ça va se croiser.
notre signal de sortie correspondant, bien, au fond, nous, on va tomber à on au départ. On rencontre le signal ici, donc notre compteur dépasse notre niveau de comparaison, on va tomber à 0. Donc, on va rencontrer cette condition-là et celle-ci parce que notre niveau est en bas de 255. Et ça va être vrai jusqu'à temps qu'on arrive ici où ce que le compteur redevient inférieur parce qu'il va passer en dessous ici de notre niveau de comparaison. On redevient on devient off et on s'en va comme ça. On va avoir notre signal de comparaison. Si je réduis le niveau, imaginons que j'emmène mon niveau plus bas cette fois-ci, je l'emmène ici. Mon nouveau niveau pour la comparaison va passer ici et ici, imaginons. Donc, on va se ramasser, il va devenir on et il va devenir off plus bas. Donc, oups. On va laisser ça de même. On vient à on vient à off ici. Et voilà. Donc, ça nous donne une idée comment notre code peut faire en sorte pour générer l'effet d'un PWM à la sortie, mais de façon manuelle. On va expérimenter ce code-là maintenant. Donc, si on regarde le code, puis on le démarre, actuellement, il est à 10. Un rapport de 10 sur 255. Tenez, on va mettre 25, juste pour rendre ça simple. Ça, on va avoir notre 10 %. Donc, on voit que le dé est quand même un peu bas au niveau de l'intensité. Si on regarde notre oscilloscope, actuellement, il nous dit que la période, ben, pas tout à fait de 10 millisecondes, on va en rediscuter, puis que le duty cycle est environ de 10. Bon, il faut se rappeler que là, on a mis 25. En réalité, ça devrait être 25,5 pour avoir un beau 10 ce qu'on ne peut pas avoir parce que ça tombe entre deux chiffres entiers. Donc, ça ne fonctionne pas pour ça de ce côté-ci. Mais on pourrait le mettre à 50 en le mettant à 128. On relance ça. On peut voir l'intensité, elle a augmenté. Puis si on regarde l'oscilloscope, ben maintenant on est presque à 50 mais encore une fois, la période n'est pas tout à fait de 10 millisecondes. Bon, ici, on nous rappelle, à l'oscilloscope, on n'a pas vraiment observé 10 millisecondes. Pourquoi on n'observe pas 10 millisecondes? Bon, il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, 10 000 décalé de 8, ben, ici, il y a une petite perte d'information qui se fait parce que c'est 10 000 divisé par 256, ça donne 39 et des poussières, donc ça ne donne pas un entier. Ce qui veut dire qu'encore une fois, l'arrondi va nous faire perdre la précision. Délai microsecondes n'est pas parfait, mais en plus, on a la boucle. Donc, dans la boucle, on a différentes conditions, différentes manipulations des entrées-sorties. Donc, ces opérations-là, ces comparaisons-là et le while, eux aussi prennent du temps. C'est là qu'on voit l'imperfection de notre modèle parce que ben, si on ajoute d'autres opérations, ben, ça veut dire que le temps ici de traitement va varier, ce qui veut dire que notre espèce de base de temps pour calculer la période ici va être faussée, puis éventuellement, notre période va être encore bien plus grande que 10 millisecondes. Donc là, ici, au lieu d'être à 10, on est à 10,38, mais éventuellement, là, ça l'augmenterait énormément, dépendamment de tout le traitement qu'on aurait. Et en plus, ce qui est encore plus agaçant, c'est qu'elle varierait parce que, on le sait, le code à l'intérieur du logiciel, ben, il peut varier parce qu'on peut avoir des conditions différentes dans le temps qui fait en sorte que notre boucle prend plus ou moins de temps, dépendamment des cycles dans lesquels on est ou des signaux qu'on reçoit. Donc, c'est une approche intéressante pour faire la modélisation entre ce qu'on aurait fait en électronique et ce qu'on aurait fait en logiciel. Mais maintenant, on va voir une approche plus professionnelle. On retourne ici sur le schéma bloc du timer. Donc, on a la section qui était vraiment dédiée au PWM. Donc, il y avait deux comparaisons qui nous intéressaient. Puis ici, j'attire votre attention. Donc, on a le égal ici sur le OCR, ben, par exemple 0A, qui nous permettait d'envoyer un signal au générateur de signal de sortie sur la pin OC0A dans le cas du timer 0. On avait aussi la possibilité d'avoir une interruption, un signal d'interruption qui était généré ici. On a la même chose sur une sortie B qui est, elle, par exemple, comparée au registre OCR 0B dans le cas du timer 0. Il y avait une particularité avec OCRA, cependant, c'est que OCRA pouvait aussi servir à établir le niveau haut de notre compteur. Donc, au lieu que notre compteur compte jusqu'à 255,
on pouvait le limiter, par exemple, à 200 ou on aurait pu l'arrêter à 100 pour faire en sorte que, ben, rendu à 100, il pivote puis il retourne à 0. Si on revient au contrôle du compteur, donc le compteur qui va nous servir à nous, comme dans notre compteur qu'on venait de faire, donc il va générer le signal en dents de scie. On pouvait soit avoir comme source d'horloge un signal externe ou le signal interne qui était divisé. La logique de contrôle pouvait déclencher le compte, effacer le compte, le ramener à zéro ou établir la direction. Donc, est-ce que tu augmentes ou tu diminues à chaque fois qu'on fait un compte? Le signal de débordement, que ce soit un débordement vers le haut ou vers le bas. Et ici, on a une petite description des signaux qu'on avait déjà vus. Au niveau du signal de sortie, donc, si on regarde par exemple ici, on a le compte qui va faire une comparaison avec le registre, par exemple OCR 0A ou OCR 0B, et qui va envoyer un signal quand ils sont égaux. Ça permet au générateur de signal de savoir, en fonction de sa configuration, qu'est-ce qu'il doit envoyer sur la pin de sortie. Il y a différents signaux aussi qui lui sont fournis. Par exemple, est-ce que tu as atteint le sommet, le retour à zéro, ou est-ce qu'on t'a envoyé le signal qu'on te force la sortie? Donc, ça peut servir dans certaines conditions là, à forcer une comparaison pour envoyer, par exemple, la sortie à on. On a aussi la possibilité d'avoir le signal de détection, là, ici, sorti du comparateur on s'en servait dans l'interruption, dans la vidéo sur les timers. Au niveau temporel, ici, on a notre compteur hein, qui fait notre signal en dents de scie, encore une fois, qui est le compteur, qui compte, on va dire au départ, là, par sa configuration par défaut, jusqu'à 255. Fait qu'il compte jusqu'à 255. Lui, peu importe ce qui arrive, c'est ce qu'il fait. On a le signal de sortie. Ici, on a la possibilité d'avoir le signal de sortie selon ce qu'on a fait nous, ou on peut avoir son opposé. Donc, c'est carrément, on le voit, là, c'est juste l'inverse logique du signal qu'on a. Ici, on a les périodes qui sont illustrées, qui correspondent au passage de 255 à 0 de notre compteur. Et les petites lignes ici nous illustrent les différents niveaux de comparaison pour, par exemple, le registre OCR qui correspond à cette comparaison-là. Par exemple, OCRA. Bon, quand OCRA est à 255, bien, on voit que ça ne fait rien sur notre signal de sortie pour la sortie A. Si elle est cette configuration qui est écrite ici, on verra cette configuration-là après. Bon, notre signal, il demeure activé tout le long, il ne devient jamais à zéro. Donc, même on est encore à 255. Là, ici, hop, il est descendu un petit peu plus bas. Bon, disons 200. Mais quand il arrive à 200, pouf, il tombe à zéro. Il tombe à zéro, il reste à zéro jusqu'à temps que le compteur redescende en bas de la référence qui est ici à 200. Il se remet à activer haut, puis là, il reste haut jusqu'à temps qu'il recroise encore le niveau qui est à l'intérieur du registre. Dans ce cas-ci, ça a descendu un petit peu en bas de 200. Revient bas, reste bas jusqu'à temps que le compteur redevienne à zéro, comme la sortie d'un comparateur. Ici, le signal est repassé sous la référence, donc il devient activé. Et là où la référence a beaucoup diminué, puis on voit ben, la durée active a diminué. Donc ici, elle était beaucoup plus longue, le niveau était plus haut. Ici, le niveau est plus bas, la durée est beaucoup plus basse. Ici, le niveau a réaugmenté dans la comparaison suivante, puis on voit ben, cette durée-là, elle a augmenté. Comme je disais, ben, on peut avoir le signal inverse, donc la logique inverse, dépendamment de la configuration qu'on a sélectionnée. Donc, c'est très pratique dans certains cas d'avoir la logique inverse. Ça dépend comment notre signal électrique doit être géré à l'extérieur. Par exemple, quand on veut contrôler un LED qui serait connecté avec, nous, on contrôle la cathode au lieu de l'anode, par exemple. Il y a un autre mode de fonctionnement qui s'appelle Phase Correct. Donc, dans ce cas-ci, il y a une particularité. Si on regarde le compteur, il ne fait pas une dentille, il fait une onde triangulaire. Bon, il augmente, il incrémente, il incrémente, il incrémente. Puis quand il arrive au sommet, au lieu de faire un passage puis de déborder à zéro, en fait d'incrémenter encore, ben, il se met à désincrémenter. Puis là, il descend, il descend, il descend jusqu'à zéro. Quand il détecte son zéro, il recommence à incrémenter, et ainsi de suite. Donc, ce qui fait en sorte que bon, il n'y a pas de changement brusque dans le compteur.
Puis, ça a eu une utilité qu'on va voir juste un petit peu après. Mais ça a aussi l'effet d'être 2 fois plus long parce que ben, si on compte jusqu'à 256, tantôt on comptait jusqu'à 256, dépendamment de notre prescaler, ben, notre vitesse maximum est encore la même pour le timer. Mais si on doit compter jusqu'à 256 et descendre jusqu'à 0, ben, on va voir l'effet sur les périodes, c'est qu'ils vont être 2 fois plus longues. Donc, c'est pour ça que l'autre, on l'appelait le Fast PWM. Lui, c'est le Phase Correct. Donc, lui, l'avantage, c'est qu'il va garder la même phase tout le temps. Donc, on regarde ici, on a notre compteur qui augmente, diminue. Puis là, ici, on a le niveau. Donc, encore une fois, ça n'a aucun changement. Encore aucun changement. Hop, notre niveau bas ici, notre niveau, il est ici le même, là. On peut voir l'effet sur la période. Donc ici, on a fini une première période. Donc lui, ils ont mis les périodes à partir du moment qu'il diminue. Ici, on a le même niveau qui est conservé pour les deux éléments. Puis là, on peut voir, OK, il passe en dessous, donc le niveau devient haut. Il repasse au-dessus, le niveau devient bas. Donc ça a un peu, là ici, le niveau a augmenté, la période active, elle a aussi augmenté. Donc c'est encore proportionnel, mais c'est 2 fois plus lent. Et c'est tout le temps, le centre est tout le temps le même. Donc, ça, c'est l'autre avantage. On va voir la phase va demeurer la même. On dit que c'est un mode qui est préférable pour la gestion, par exemple, des moteurs. Naturellement, sur un petit moteur DC comme celui qu'on va utiliser dans le robot, ça n'a aucun impact. Là où ce que ça va avoir un impact sur des plus gros moteurs qui doivent être tout le temps bien synchronisés. Donc, les changements de phase, ça pourrait avoir éventuellement un effet négatif sur notre moteur et créer, par exemple, des vibrations. Donc, si on regarde ici, on a notre phase PWM qui a un duty cycle à 25 Si j'augmente, ben là, on peut voir la variation. Le début est tout le temps à la même place, puis la variation se fait que d'un côté de l'onde. Hein. Fait que là, on augmente, mais juste en poussant par rapport à une référence qui reste fixe d'un côté. Bon, ça fait en sorte que le rapport cyclique, oui, est à 50 mais il est tout le temps décentré. Donc, il est aligné à gauche, là, si on veut. Alors que si on utilise le phase correct, ben, notre alignement il est centré. Ce qui veut dire aussi que quand je vais faire mon passage, par exemple ici dans l'exemple de 25 à 50 on peut voir ici l'augmentation s'est faite des deux côtés, donc à peu près proportionnelle des deux bords. Là. Mon illustration n'est pas parfaite, mais on voit l'idée. Donc, ce qui fait en sorte que ça ici, ça va être beaucoup moins stressant pour des grosses mécaniques auxquelles on va être relié. Bon, je répète, sur des petits moteurs, ça n'a aucun impact. Sur les LED, ça n'a aucun impact. C'est vraiment sur des gros systèmes mécaniques là, qui vont avoir besoin de quelque chose qui est tout le temps synchrone et qui ne varie pas. Donc là, sinon, on pourrait avoir l'apparition de vibrations, puis des grosses vibrations, dépendamment du type de mécanique qui est là. Si on revient sur le registre de contrôle TCC R0A. Donc ça, c'est des bits qu'on avait ignorés précédemment en disant qu'ils étaient au PWM. Maintenant, on va les regarder. Donc, il y a 4 états possibles. On a 2 bits. L'état 00, c'est le port, il fonctionne de façon normale. Donc, c'est un IO normal. O, C, 0A va être déconnecté. Fait qu'au fond, ben, la broche qui correspond, je ne sais pas quelle broche que c'est, on regardera tantôt dans le pinout, ben, elle fonctionne normalement comme un IO normal. Mais si on active un des 3 autres modes, ah ben là, le port va se mettre à fonctionner selon la configuration. Donc, par exemple, une qu'on va souvent utiliser, c'est 1,0. Ça va correspondre à efface le signal, donc met le signal à 0 sur la comparaison, puis on active le signal quand on est au top. Donc, on peut avoir cet effet-là ou on peut avoir l'effet inverse. Si on met 3, par exemple, ben c'est là, on va voir l'effet inverse qu'on avait illustré en dessous. Donc, on se ramasse à activer la sortie, donc mettre le niveau haut quand on va avoir une comparaison sur les deux signaux, puis on va remettre à 0 quand on va arriver au sommet. Donc, ce qu'on faisait au fond l'inverse tantôt. Donc, ici, si on prend la configuration 0,1 et que la génération de signal est à 0, donc ici, le port va fonctionner de façon normale. Sinon, si on a mis la configuration WGM02, donc le bit 02, s'il est à 1, ça va faire changer. Donc, il va pivoter au C
ben, il va pivoter la broche de sortie à toutes les fois qu'on a une comparaison. Ici, ça nous donnerait un 50%, mais décalé en phase. Là, on pourrait choisir par rapport au compteur, il y aurait un genre de décalage. Bon, c'est la même logique de contrôle pour la sortie B et ça serait la même si on avait aussi une sortie C, on verra plus tard. Mais là, on a aussi des bits de configuration pour le générateur de signal. Donc, on a le bit 01, 00, puis on a le 02 qui était dans le registre B. Donc, si on regarde les différentes configurations qui vont nous intéresser, bon, le mode 1 et le mode 3. Ici, le mode 1, ça correspond à être en PWM phase correcte, mais avec le top à 255. Si on met le mode 3, ça correspond au fast PWM avec le top à 255. Si on met le mode 5, c'est le phase correct, mais avec comme top OCRA. Puis si on utilise le mode 7, c'est le fast PWM avec le top OCRA. Bon, la particularité, c'est que ces deux-là, on peut juste l'utiliser avec la sortie B. Parce que naturellement, on ne peut pas faire de comparaison ici pour la sortie A, étant donné que le A, ben, c'est le top. Donc ici, le PWM, on ne sera pas capable de le faire fonctionner là, parce que c'est le même registre pour établir le maximum. Donc le A puis le B peuvent utiliser les modes 1 et 3, mais le mode 5 et 7, on peut juste l'utiliser avec la sortie B. Au niveau de TCC R0B, il y avait les bits pour contrôler le prescaler qui nous intéressait. On a aussi le bit ici pour la génération de signal qui va nous intéresser dans certains cas. Bon, ici, j'ai entouré la configuration 1.0.1, mais naturellement, toutes les configurations sont bonnes, sauf celle de toutes des zéros, parce que naturellement, si on ne met pas d'horloge sur notre PWM, ben, il ne va pas fonctionner. Ici, on a un code pour faire un exemple de PWM. Le OCRA va changer à toutes les 20 millisecondes, donc ce qui va faire en sorte que notre niveau de comparaison va changer. On utilise la sortie B7 parce que c'est celle qui est reliée à OCRA, donc à la sortie du comparateur A, donc l'oscillateur, sa sortie A est sur PB7. Comme on peut voir ici, donc ici sur PB7, on avait OC0A, donc la sortie du timer 0 comparaison A est ici. Si on veut utiliser la B, il faudrait s'en aller sur PD0 qui est ici. Dans notre exemple, on va utiliser Fast PWM qui est ici, avec le top à 255. Le clock est divisé par 1024. Donc ici, on peut voir ici le clock est divisé à 1024. On a mis Fast PWM, puis on a mis le mode 1.0 pour le comparateur, ce qui correspond à mettre à 1 au départ, jusqu'à temps qu'on fasse notre comparaison, où là, on se ramasse à 0. Dans notre premier exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas augmenter au CR0A. Le délai n'a pas vraiment d'importance, on peut le laisser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va établir notre premier niveau à 128. Donc, on va établir un 50% pour débuter. On télécharge ça. Là, on va sortir notre signal sur une autre broche. Donc, PB7, c'est l'avant-dernière qui est ici. Donc, à l'oscilloscope, on voit, on a effectivement un 50%. La période, c'est 16 millisecondes, mais c'est naturellement, si on fait le calcul, donc nous, on a 16 MHz, donc 1 divisé par 16 millions. Ça nous donne notre 62,5 nanosecondes. On l'a ralenti, donc on l'a divisé par 1024, donc c'est l'équivalent de multiplier par 1024 pour nous ici. Donc, on est tombé avec des incréments de compteur. Donc, notre compteur est augmenté à toutes les 64 microsecondes. Mais ça, pour notre période totale, on multiplie par 256 et on arrive à notre 16,38 millisecondes de période. Donc, ça, c'est correct. C'est ce qu'on observe à l'oscilloscope. Jusque-là, ça va, 16,38 millisecondes, tout va bien. Puis on a notre 50% parce qu'on a mis notre niveau de comparaison à 128, donc à la milieu de 256.
Si maintenant on met ce qu'on voulait avoir, donc 0 ici au départ, et on laisse s'incrémenter à toutes les 20 millisecondes, on va retourner voir l'oscilloscope. Là, ce qu'on voit, c'est le niveau augmente progressivement. Là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter le rafraîchissement de l'oscilloscope pour qu'on voit un petit peu mieux. On est capable de faire changer. Puis en même temps, on peut probablement détecter... Ah, non, on ne peut pas parce qu'on n'a pas de LED connecté sur cette broche-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de broche. On va s'aligner sur une broche pour B à la place. J'active sur B. J'utilise le registre B pour la comparaison. On envoie ça sur la sortie. Maintenant, on peut voir le LED là, qui va varier d'intensité. Naturellement, c'est ce LED-là maintenant qu'on observe. On voit son intensité qui change, au fond, en même temps que le signal change à l'oscilloscope. On est maintenant rendu à l'activité finale. Première chose qu'on vous demande, trouver une configuration pour le timer 0 qui permet d'obtenir une période de 1 milliseconde et un duty cycle de 25%. Deuxième chose qu'on va essayer de calculer ou de trouver comme configuration, c'est une configuration pour le timer 0 qui permet d'obtenir une période de 8 millisecondes et un duty cycle de 10%. Et finalement, on va essayer de trouver une configuration pour le timer 0 qui permet d'obtenir une période de 100 microsecondes et un duty cycle de 40%. Donc, si on vient à la première activité, donc nous, la base de temps, on ne peut pas la modifier. Hein? Donc, on a une fréquence du CPU qui est égale à 16 MHz. Ça implique que le tic de l'horloge est à 62,5 nanosecondes. Donc, à toutes les 62,5 nanosecondes, on reçoit un tic. Les diviseurs qu'on a, bien, on a le diviseur 1, 8, 64, 256 et 1024. Ce qui permet d'obtenir, avec ces bases de temps-là, des tics à 62,5 nanosecondes. Là, après ça, on multiplie ça par 8, ça va nous donner 500 nanosecondes. Donc, lui, c'est une base de temps qui est souvent intéressante, le 8, hein, parce que c'est avec 2, bien, on arrive à 1 microseconde. C'est souvent une base de temps qui nous arrive avec des chiffres qui sont justes. Un autre qui peut être intéressant aussi, c'est le 64 qui nous donne 4 microsecondes. Le 256 tombe à 16 microsecondes. Et finalement, le 1024 qui nous donne 64 microsecondes. Donc, là, si on fait un compte complet, si on dit que notre top est à 0xFF, bien ça implique pour celui-là qu'on va se ramasser avec 16 microsecondes. Donc, c'est fois 256. On va se ramasser avec 16 microsecondes de période. Si on multiplie par 8, on va se ramasser avec 128 microsecondes. On multiplie encore par 8, on va se ramasser avec 1024 microsecondes. Donc, ça ne donne pas tout à fait 1 milliseconde ici. C'est proche, mais pas tout à fait. 256, bon, là, on est à 4096. C'est fois 4 microsecondes. Puis, et si on regarde maintenant le 1024, lui, ça va nous donner 16 384 microsecondes. Donc, aucun d'entre eux nous donne une période de 1 milliseconde. Donc, le plus proche, on le voit, là, c'est celui ici à 64. Mais en fait, pour y arriver, il faudrait le multiplier par 250 et pas 256. Donc, ici, si notre top, on mettait 250 moins 1, donc 249,
on aurait précisément 1 milliseconde. Donc ça, c'est une première possibilité qu'on aurait. Dans les autres cas, c'est plus ou moins possible parce que naturellement, ici, si on divisait par 8, si on divisait par 8, ben là, ça deviendrait impossible. Donc, il faudrait avoir une trop grande variable. Puis, même chose pour les autres. Donc, la meilleure solution, c'est de nous faire un tableau Excel pour calculer tout ça. Ici, je vous amène un tableau Excel. Donc ici, j'ai mis ma fréquence du CPU à 16 MHz, la valeur de mon top, qui est ici. Puis là, ben, c'est facile ici pour les différents diviseurs de faire mes calculs qui sont ici. Donc, je prends C2. C2, ici, on le voit, ah, si on clique sur la formule, on a directement les valeurs. Donc, je prends ma fréquence. Les signes de dollars, je vous rappelle, si vous ne savez pas, que ça permet de barrer les valeurs. Donc, C et 2 ne changeront pas même si je change mes colonnes ou mes lignes. Ensuite, GB divisé par B5. Donc là, ça me donne au fond 1 divisé par la fréquence divisé par le diviseur. Fait que ce qui me donne ici, par exemple, pour le diviseur 1 avec 16 MHz, ça me donne des tics, ça me donne mon tic ici, à 62,5 nanosecondes, 500 nanosecondes, 4 microsecondes, 16 microsecondes, 64 microsecondes. Donc ça se calcule automatiquement pour moi à partir de l'horloge que j'ai. C'est pratique parce que si par exemple je disais je veux utiliser l'horloge interne avec 8 MB, je pourrais voir exactement la situation dans laquelle je me retrouve. Mais moi, je vais garder ça avec le 16 MB. Mon top, c'est pas 255, c'est 256. Donc, parce qu'on a 256 possibilités. Donc, moi, c'est pour savoir le nombre de possibilités qu'on essaie d'évaluer ça. Maintenant, si je multiplie mes 256 possibilités par mon tic que j'obtiens avec les différents diviseurs. Donc, si je divise mon horloge par 1, je cadence à 62,5 nanosecondes. Donc, si je fais ça 256 fois, ben, ça me donne une période. Au fond, le temps pour faire mon onde complète de l'onde de denti, ben, c'est 16 microsecondes. Si je le fais avec le diviseur par 8, ben là, je suis un petit peu plus lent, ce qui explique que ma période, ben, elle a allongé. Donc ici, elle a allongé d'un facteur 8, j'ai divisé par 8. Donc mes tics sont plus lents, aux 500 nanosecondes au lieu des 62,5. Ben, pour compter jusqu'à 256, ça me prend plus de temps. Donc 128 microsecondes ici. Puis là, on descend. Donc le 64. Donc là, il y a les calculs qu'on a fait tantôt que je vous ai montrés, ben, sont ici. Là, ce qui est intéressant, c'est que Excel peut faire nos calculs pour nous. Donc, si par exemple, je dis OK, j'établis ma cible à 1 milliseconde pour les différents tics que j'ai ici, tout ce que j'ai à faire, c'est de dire je prends ma cible, donc, qui est ici. Bon, ma cible, je l'ai mis en millisecondes. Donc, moi, je fais ma cible. Encore une fois, les signes de dollars, c'est pour pas que ça change. Donc, quand je tire, je vais vous montrer comment je fais ma formule en fait. Donc ici, par exemple, je dis, moi, ce que je veux, c'est combien de fois je dois multiplier cette valeur-là pour obtenir 1 milliseconde. Donc, ce que je vais faire en réalité, c'est de calculer 1 milliseconde. Donc là, j'ai 1. Donc, je vais le multiplier par 1 millième. Puis là, je vais diviser ça par mon tic. Donc, combien de fois ça rentre 62,5 nanosecondes dans 1 milliseconde? C'est ça que je veux savoir à cet endroit-là. Donc là, ça me donne 16 000. Donc là, il faudrait que je compte jusqu'à 16 000. C'est impossible parce que, naturellement, j'ai des registres 8 bits pour le timer 0. Donc, je ne peux pas compter jusqu'à 16 000. Ça serait possible avec le timer 1, c'est impossible avec le timer 0. Donc là, ici, il ne marche pas. Là, si je tire mon équation comme ça, puis je descends, là, je vais avoir un problème. Donc ici, je vais aller voir mon équation. Ce qui est pris maintenant, c'est donc, il a descendu pour prendre l'élément de calcul qui est ici, donc qui correspond à sa ligne, mais il a aussi descendu d'une ligne la référence que j'avais ici. Donc, si je ne veux pas qu'il descende comme ça, ce que je fais, c'est que dans mon équation de référence, je peux dire signe de $2. Donc, juste ça, ça serait suffisant. Okay? Parce que le signe, c'est comme de dire, le signe de dollar dit, cet élément-là, il est constant dans toutes mes équations. Donc là, quand je vais descendre mon équation ici, il descend aussi, le G2 va rester. Donc ça reste barré. Puis tant que je ne change pas de colonne, si je changeais de colonne, j'aurais le problème. Mais tant que je ne change pas de colonne, ça ne me pose pas de problème. Mais pour les lignes, ça va me causer des problèmes.
là, je reste fixe à G2. Excellent, c'est ce que je voulais. Donc ici, j'ai un petit problème d'affichage. Puis ce que je voulais voir, c'est qu'au fond, bon, si j'ai un diviseur par 1 pour avoir précisément une période de 1 milliseconde, il faudrait que je compte jusqu'à 16 000. Ah, c'est pas possible. Compter jusqu'à 2000 non plus, hein, mon maximum c'est 256. Ah, là ici c'est possible. 250, c'est une solution qui fonctionne avec 64. 62.5, ben malheureusement, oui, ça fonctionne, mais pas. Parce que 62.5, ben moi, je ne peux pas faire ça. Je peux juste être à 62 ou à 63. Même chose pour le 15.62, ben même chose. Donc, ces deux-là seraient proches, mais pas corrects. Donc, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le 250. Donc, j'ai une solution qu'à 250 divisé par 64, ça fonctionne. On voyait qu'on pouvait diviser 1000 par 4. Donc, on sait que ça va nous donner 250. Donc, ça, ici, on savait qu'on avait une solution ici possible. Bon, on voyait aussi qu'on avait des solutions au moins pour celui-là ici, mais naturellement, là, ça nous a donné comme 2000. Fait que ça n'a pas de sens. Puis, ceux-là, ben, ça donne des valeurs qui ont des décimales. Puis ça, on ne peut pas. Donc, nous, on cherchait la plus grande précision possible. C'est celle-là qu'on peut obtenir. Pour aller à un maximum de 250, ben, ça veut dire qu'au lieu d'établir le top à 0xFF, on va mettre le top à 250. Ce qui veut dire qu'on va envoyer notre top dans OCRA. Puis dans ce cas-ci, ben, c'est OC0A. OCR0A parce que ben, on est dans le timer 0. Donc là, ce qu'il faut que je trouve, c'est comment faire ma configuration pour avoir 64. Comment faire ma configuration pour avoir le top à OCR0A à 250, moins 1, hein, parce que si on va avoir la valeur qu'on va mettre dans OCRA, en fait, ça va être 249. Puis ça devrait me donner ma période de 1 milliseconde. Puis là, ben, pour se le prouver, nous, on va utiliser la sortie B, parce que si on met le top à A, on devient capable juste d'utiliser le B. Je reviens un petit peu en arrière. Pour la configuration de B, ça va être comme pour la configuration de A. Donc, on va mettre comme 0 B1 à 1, puis le reste à 0. Ça, c'est correct. Nous, on va être en phase PWM, puis on veut avoir OCRA comme top. Donc, il faut avoir les 3 bits à 1. Donc, WGM1, 0, puis 2. Puis, naturellement, ben, ça implique, bon, ces deux-là sont dans le TCC R0A. Donc, on sait qu'on va devoir configurer ces deux registres-là. Puis, dans le B, on a le WGM2. Puis, nous, ben là, on va avoir la configuration pour CS01 puis CS00. Pour utiliser la sortie OC0B, je m'en vais sur la pin PD0 qui est ici. Donc, c'est la deuxième à côté du ground. Puis comme vous pouvez voir sur le montage, je me suis mis un LED connecté dessus. Et j'ai la sonde aussi de l'oscilloscope qui est connectée pour pouvoir visualiser tout ça. Ici, je mets le port D0 en sortie. J'ai configuré la sortie du PWM pour la sortie B avec le mode où on est au départ à 5 volts puis on devient ground à la comparaison. J'ai activé mes 3 WGM et j'ai mis la division par 64, donc 0 et 1 pour les bits du diviseur. Pour OCR 0A, j'ai mis 249. Là, je suis à 10%. Donc, nous, on nous demande de mettre ça à 25%. Donc, si je cherche 250 multiplié par 0.25, on veut 62.5. Donc, bon, encore là, tout le temps des valeurs qui ne marchent jamais vraiment parfaites. Donc, on va mettre 62. Puis, on devrait avoir notre duty cycle. On n'a pas besoin du délai. On devrait avoir notre duty cycle de 25%. On envoie ça. On voit le LED est légèrement allumé quand même. Puis on va aller voir sur l'oscilloscope ce que ça nous donne. Ben, sur l'oscilloscope, on voit qu'on a effectivement une période de 1 milliseconde et un duty cycle positif de 25%. Bon, là, la petite erreur, ben, c'est naturel. C'est parce que, comme on avait vu, la division, ça ne nous donnait pas exactement un entier. Deuxième défi, on nous demande de trouver une configuration pour le timer 0 qui permet d'obtenir une période de 8 millisecondes et un duty cycle de 10%. Donc, on va voir si c'est possible d'obtenir ça.
On revient ici à l'intérieur de notre fichier Excel. Encore une fois, on pourrait toutes les calculer un à la fois, mais comme je disais, c'est peut-être plus facile de se faire un fichier qui calcule tout. Je mets 8 ici, puis on va agrandir la zone d'affichage. Puis là, on peut voir toutes les possibilités qu'on a. Donc, la première ici, 128 000, ça ne marche pas. 16 000, ça ne marche pas. 2 000, ça ne marche pas. 500 encore, ça ne marche pas. La seule qui fonctionne, c'est si on utilise 1024. Ça, c'est toutes les configurations pour le Fast PWM. Si jamais on voulait utiliser le Phase Correct, on aurait 2 fois plus lent nos périodes. Donc, automatiquement, là, par exemple, on sait que si on utilise, on pourrait viser 4 millisecondes, puis ici, on a des configurations qui fonctionneraient. Donc, 250 avec 256 avec le Fast Correct, on serait correct. Donc, ça ici, on serait correct, mais en phase correcte. Mais nous, on reste en fait, on ne nous a pas demandé rien. Moi, je vais rester en phase PWM pour celui-là. Donc, 1024, 125. Puis après ça, on pourra faire un essai. Tenez, pourquoi pas. Après ça, on va revenir, puis on va faire la configuration en phase correcte. Puis cette fois-ci, on mettra l'horloge à 256. Bon, la valeur pour notre comparaison, ça va être 125. Puis notre diviseur, c'est 1024. C'est les deux seules choses qu'on a à changer maintenant pour le premier essai. Donc, on a dit notre maximum, ça va tomber à 124, donc 125 moins 1. Puis là, ce qu'on veut changer, c'est notre diviseur. Puis pour avoir le diviseur de 1024, il faut juste changer celui-là ici. On tombe à 1024. On essaie ça. On pousse ça à l'intérieur. Donc là, l'intensité est... Oups, je ne vous ai pas mis la bonne affaire. Donc ici, on pousse ça. On voit l'intensité est quand même assez basse, c'est à 10%. Mais on peut naturellement vérifier avec l'oscilloscope, ça serait mieux. Donc, à l'oscilloscope, on va changer l'échelle. On voit que la période est à 8, puis qu'on a un duty cycle de 10.4. Donc, c'est sûr qu'il y a tout le temps une petite erreur. Des fois, c'est dans la mesure, des fois, c'est dans ici nos calculs. On a une approximation parce qu'ici, en réalité, 10%, ça serait 12 points quelque chose. Bon, on a réussi le deuxième, mais il y a une chose que je voulais essayer, c'était de faire la configuration mais en phase correcte pour voir quel impact que ça avait. Donc, je reviens ici à l'intérieur, puis là, on va regarder si on veut tomber en phase correcte avec le top, avec OCRA. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'enlever WGM1. Donc, l'impact, naturellement, par exemple, c'est qu'il va falloir sélectionner une autre division d'horloge parce que si on tombe 2 fois plus lent, ben, au fond, il faudrait diviser par 2 qu'est-ce qu'on veut calculer. Fait que, ce qui nous intéresse, ici, on a une solution à 250 pour le diviseur à 256. Donc, si on se met en diviseur 256 en phase correcte, puis qu'on compte jusqu'à 250, on devrait avoir une période de 8 millisecondes. On essaye ça. Donc, on avait dit qu'il fallait enlever le OGM1. Tenez, on va faire ça comme ça. Puis pour la division, il fallait tomber en division à 256. Ça aussi, on va retourner voir dans les notes pour voir le petit tableau. Pour la division à 256, c'est juste OC02. OC02, on enlève le OC01 qui est ici. Et on est rendu à 256. Excellent. Puis le top, on le mettait à 250. Puis ben, si on veut avoir 25, oups. Bon, pour le OCRA, on va mettre 250. Puis pour avoir notre 10%, on va mettre 25. Donc ça tombe direct. Bon, dans le cas du phase correct, donc il monte et il redescend, ce qui veut dire qu'on va faire le dernier au sommet. Sinon, on va perdre de la précision. Donc ici, on doit vraiment monter jusqu'à notre sommet, 250. Donc, on va l'autoriser. On essaie ça. On s'en vient ici. Ah, puis là, on a vraiment une belle précision en passant. 4
Donc, 8 millisecondes pour la période, puis un très beau 10%, vraiment parfait. Super! Donc, ça, c'est bien. Maintenant, la dernière activité, on nous demandait de trouver une configuration pour le timer 0 qui permet d'obtenir une période de 100 microsecondes et un duty cycle de 40%. Donc, 100 microsecondes, 40%, c'est notre objectif. Première chose, ici, on veut 100 microsecondes, donc c'est 0.1 millisecondes. On voit qu'il y a une première possibilité ici avec le diviseur par 8. On a aussi une possibilité avec le 64. Donc, on a deux possibilités ici. Moi, j'irais avec le 8 pour garder le plus de résolution possible dans notre sortie. Parce que si notre top il est à 25, ben, ça nous donne moins de résolution par rapport aux 40%. Puis, bon, ici, on cherche 40% de 200, ce qui veut dire qu'on va compter jusqu'à 80. Fait que les configurations qui nous intéressent, divisons par 8, maximum à 200. Puis, on va se remettre là, en phase PWM. Premièrement, division par 8, ça correspond à CS01 qui est à 1. C'est le seul qu'on met à 1. Donc, on a juste 1 pour avoir division par 8. On veut remettre le phase PWM avec le top à A. Donc, on remet ça ici. Puis, on devait mettre le top à 200. Mais là, on est en phase, fait qu'on met 200 moins 1. Puis, on nous demande 40%, donc on va mettre 80. Donc, sur le montage, on peut voir l'intensité qui a augmenté par rapport à tantôt. Puis, ici, ce que je vais faire, donc, bon, précédemment, en passant, on est peut-être à 10%, ce qui correspond à 20. Juste le remettre pour vous montrer. Donc, on a beaucoup augmenté quand on est passé à 40%. Puis, pour le visualiser, on va utiliser l'oscilloscope. À l'oscilloscope, bon, l'échelle de temps, elle a changé. On est rendu avec une période plus petite. On va augmenter notre vue comme ça. Excellent. Donc là, on est rendu à 20 microsecondes par division. Puis on peut voir, notre période est à 100 microsecondes. Puis notre duty cycle, il est à 40%. Excellent. On a maintenant terminé. Donc, on a vu les exemples d'utilisation de PWM. On a fait une présentation par rapport au cas déjà connu du clignotement du LED. Donc, on a joué avec le rapport, on a parlé du rapport cyclique, le duty cycle. On a fait des démonstrations avec des PWM qu'on a réalisés manuellement. On a vu comment on pouvait générer un PWM avec des circuits électroniques, avec une simulation. Ensuite, on a vu un exemple de PWM qui servait à générer un signal analogique. On a discuté des PWM dans le ATmega 32U4. Donc, actuellement, dans la vidéo, on a vu le timer 0. Dans les expérimentations, vous pourrez toujours essayer le timer 1. Le timer 1, ben, il fonctionne comme le timer 0. Le timer 4 est un peu différent, puis on se le garde celui-là pour plus tard. Donc, c'est lui qu'on va utiliser pour faire la gestion de nos moteurs. Pour le PWM, on a vu les schémas, les configurations communes. Donc, on a vu le fast PWM, le phase correct. On a vu aussi en changeant le top. Donc, on a changé le maximum, soit qu'on laissait aller au 255 ou on limitait avec OCRA, mais là, on perdait la sortie A pour faire du PWM. On tombait à une seule sortie PWM utilisable dans ce cas-ci. On a vu les registres à utiliser, puis on a fait des exemples en plus de l'activité de groupe dans laquelle j'espère que vous avez essayé à la maison de faire vous-même les calculs. Je vous recommande, si ce n'est pas fait, en tout cas, de les réessayer, de faire des manipulations, de vous changer les objectifs, puis de vous valider avec un simple signal puis votre oscilloscope. C'est maintenant tout pour la vidéo sur les PWM. On se voit bientôt dans une autre vidéo.